Bonjour, bienvenue à cette table ronde. Je m'appelle Frédéric Mouchon, je suis journaliste au Parisien. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je traite les sujets environnement, biodiversité et agriculture désormais au Parisien. C'est moi qui ai la charge d'animer cette table ronde. Le thème, c'est face au vent du recul écologique, accélérer la transition pour prospérer. On voit qu'en ce moment, l'écologie, on va dire, n'a plus trop le vent en poupe. Il y a eu beaucoup d'atteintes à l'écologie, que ce soit la loi sur les zéro artificialisation nette, le mouvement des Gilets jaunes qui était né d'une taxation carbone. On va, avec nos invités, parler de tout ça, parler de bio, parler des sols qui sont pollués et comment les régénérer. Et on va commencer par parler d'énergie. C'est un sujet qui est très problématique, on le voit aujourd'hui. Si vous allez à la pompe, vous le constatez, avec un spécialiste de l'énergie que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. On est en train d'installer le micro et Jean-Marc arrive. Bon, Jean-Marc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc Jancovici, ingénieur, beaucoup sans doute le connaissent via sa BD qui a fait plus de 1 million d'exemplaires. Il est aussi spécialiste donc, de l'énergie et c'est lui le créateur du bilan carbone. Il va vous parler d'un des projets qu'il développe avec son entreprise Carbone 4. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bonne digestion puisque c'est l'heure. Je vais vous parler d'un projet qu'on est en train de développer à Carbone 4, ou plus exactement qu'on développe depuis 3 ans, et qui s'appelle IF Initiative. IF, c'est pour imaginer vos futurs. Ça marche aussi en anglais du reste. Alors pourquoi est-ce qu'on a développé ce projet ? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que le présent est en train de devenir un peu turbulent. Il y a un certain nombre de gens qui peuvent considérer qu'en ce moment tout se déroule comme prévu, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui peuvent se dire qui aurait pu prédire. Si vous regardez les quelques événements qui viennent de s'écouler sur les dernières années, il y a eu le retour d'une guerre en Europe avec un choc énergétique qui incidemment a coûté 70 milliards d'euros aux finances publiques en France. Vous avez en ce moment une guerre au Moyen-Orient. Alors, qui aurait pu prédire un conflit au Moyen-Orient? Beaucoup de gens quand même, parce que c'est quand même une région qui n'est pas très calme depuis un certain temps. Par contre, je ne suis pas sûr que tous les responsables économiques de ce pays avaient en tête que passait par le détroit d'Ormuz un quart des exportations mondiales de pétrole et de gaz, et que ça pouvait éventuellement avoir quelques répercussions chez nous si jamais il y avait un peu de rififi dans cet endroit-là. On a également des accidents, alors ce n'est pas vraiment des accidents, on va dire c'est des conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique qui se manifeste. On a également un sujet sur la biodiversité pour lequel on se dispute pour savoir si on parle d'effondrement ou d'érosion. On a également un sujet sur les ressources. Pour celles et ceux qui suivent le sujet, l'AIE a par exemple diffusé il n'y a pas très longtemps une analyse expliquant que dans les années à venir, on allait commencer à manquer de cuivre par rapport à la consommation tendancielle qui était souhaitée pour effectuer une électrification accélérée des usages en plus de ce qu'on avait déjà. Et comme il faut de l'ordre d'une vingtaine d'années pour ouvrir une mine, à partir du moment où on a décidé de le faire, il y a une période pendant laquelle cette prévision a toutes les chances d'être raisonnablement robuste. Donc on est en train de vivre dans un monde dans lequel les tensions sont en train de croître. Je dirais que un parallèle que j'aime bien utiliser souvent, c'est celui de la tectonique des plaques. Vous savez, quand un système se met en tension, à un moment ou à un autre, ça finit par faire crack. On ne sait pas exactement où et on ne sait pas exactement avec quelle intensité, mais on sait que ça va finir par arriver. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus un monde de tectonique des plaques, avec des tensions qui sont en train de s'accumuler.
Tout simplement dû au fait que nous sommes de plus en plus nombreux avec une consommation individuelle de plus en plus importante sur une planète qui n'a pas augmenté de taille depuis sa création. Elle fait toujours désespérément 13 000 km de diamètre et dans un siècle, elle fera toujours aussi désespérément 13 000 km de diamètre. Ça n'aura pas changé. Donc dans ce contexte-là, prévoir le futur est un exercice qui devient de plus en plus compliqué. Et ça va bouleverser la vie de tous les agents économiques en particulier, parce que nous sortons d'une période extrêmement faste qui a duré pendant 2 siècles, d'expansion ininterrompue, pendant laquelle finalement le futur était un peu ce qu'on avait décidé qu'il serait. Donc on sort d'une période, j'ai envie de dire stable dans l'expansion, mais stable quand même, où avoir des vues raisonnablement univoques sur ce qui allait advenir plus tard n'était pas complètement stupide pour une entreprise ou pour un État, incidemment. Et on continue à avoir des méthodes de gestion héritées de cette époque. Alors un certain nombre de vous dans cette salle sont encore raisonnablement jeunes et éloignés de l'âge de la retraite, mais vous savez peut-être que dans ce pays, il y a un conseil d'orientation des retraites qui fait des plans à très long terme. Et ces plans à très long terme qui vont jusqu'en 2070, quand vous les regardez, ils sont une représentation remarquablement continue du présent. Jusqu'en 2070, le monde va être lisse, on va avoir 2% de croissance économique par an. Enfin, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est le monde des bisounours. Tout est lisse comme la mer un jour de beau temps. Voilà, on voit loin, tout va bien. Évidemment, cette approche n'est pas du tout opérante, et du reste, elle est tellement peu opérante que tous les 3 ans, on fait une réforme des retraites qui met les gens dans la rue. Donc, les plus jeunes d'entre vous, d'ici à ce que vous passiez de vie à trépas, vous allez voir 10, 15, 20, 50 réformes des retraites, je ne sais pas combien, parce qu'à chaque fois, la réalité ne sera pas du tout celle qu'on avait imaginée dans ces plans extrêmement lisses et, encore une fois, univoques. Alors, il y a des scénarios, mais c'est des variantes autour d'un truc, c'est des petites variantes autour d'un truc central. Je vais prendre un autre exemple. Dans le monde financier, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des stress tests. Alors, vous savez, les stress tests, c'est je regarde le bilan d'une banque et je regarde combien il est à risque s'il y a une perturbation dans l'économie. Et en fait, les stress tests qu'on fait, c'est le monde continue comme aujourd'hui avec juste une petite perturbation qui ne va pas durer longtemps et qui ensuite se résorbe. Voilà, c'est ça un stress test actuellement tel qu'on le performe. Sauf qu'un vrai stress test, c'est le détroit d'Ormuz qui reste fermé pendant 3 ans. Ça, c'est un vrai stress test. Si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant 3 ans, vous avez 20% de pétrole en moins dans l'économie mondiale et en gros, vous aurez 20% d'économie mondiale en moins. Pas très loin de ça. Hein. Ça, c'est un vrai stress test. Mais on ne le fait pas. Donc, le déterminant de ce projet IF Initiative qu'on a fait à Carbone 4, c'est d'imaginer comment pourrait se présenter l'avenir dans un monde dans lequel on tient vraiment compte des contraintes de ressources et d'environnement. Donc c'est revisiter, pour ceux à qui ça dit quelque chose, le travail de Meadows de 1972, qui a été vulgarisé dans un petit livre qui s'appelle The Limits to Growth. Et par contre, c'est appliqué à des agents microéconomiques, donc c'est appliqué à des entreprises essentiellement. Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, il va falloir passer de la performance à la robustesse. Je le dis comme ça. La performance, c'est j'optimise un système pour qu'il soit extrêmement performant dans un créneau étroit de conditions favorables. Je vais vous prendre un exemple sociétal. L'électricité, c'est super performant, tant qu'il y a de l'électricité. Si vous imaginez qu'en France, on n'ait plus d'électricité pendant 1 mois, on est beaucoup plus mal qu'avant que l'électricité apparaisse. Parce qu'il n'y a plus aucune procédure de sauvegarde, rien, qui permettent d'acheminer la nourriture dans les villes, d'avoir de l'eau au robinet, de pouvoir payer, de pouvoir communiquer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un système de maintien de l'ordre, il n'y a plus rien, d'accord? C'est le Moyen-Âge qui revient en 1 mois s'il n'y a plus d'électricité pendant 1 mois. Mais tant qu'il y a de l'électricité, c'est vachement mieux que le Moyen-Âge. Donc le système que nous avons bâti, la société que nous avons bâtie est devenue très performante, mais dans un créneau bien déterminé et bien étroit de conditions favorables. Ce que l'avenir va nous réserver, c'est un monde beaucoup plus volatile où les conditions défavorables deviendront plus fréquentes. Voilà, c'est pas très sympa à dire pour les plus jeunes dans cette salle. Malheureusement, c'est quand même comme ça que les choses vont se passer. J'ai des enfants, donc je ne dis pas ça de gaieté de cœur non plus. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrive à penser l'avenir, pas juste en fonction de ce qu'on aimerait qu'il soit, mais aussi en fonction de ce qu'il pourrait être.
Et ça plaide pour une discipline nouvelle, alors qui est souvent utilisée dans un certain nombre de domaines. Par exemple, les militaires sont assez coutumiers de ce genre de choses. On appelle ça l'analyse par scénario. Donc l'analyse par scénario, c'est faire du « qu'est-ce qui se passe si ?» Qu'est-ce qui se passe si? Alors évidemment, c'est un dispositif à plusieurs étages, cette analyse par scénario. Vous pouvez le faire au niveau du monde dans son ensemble, mais si vous êtes un fabricant de chaussures, avoir l'analyse par scénario du monde dans son ensemble, ça ne vous aide pas nécessairement. Vous, ce qui vous intéresse, si vous fabriquez des chaussures, c'est dans quel monde est-ce que j'en vends plus, dans quel monde est-ce que j'en vends moins, dans quel monde est-ce que je ne vends pas les mêmes qu'aujourd'hui, etc. C'est ça qui va vous intéresser. Et idéalement, le savoir un tout petit peu à l'avance, histoire de pouvoir vous organiser en conséquence. Et pour passer de l'étage le monde à une entreprise en particulier, il faut quand même passer par une case intermédiaire qui est de décrire quelques évolutions macroscopiques possibles du monde. Et alors le projet IF Initiative, c'est ça. C'est un projet collaboratif qu'on a fait financer à Carbone 4 par une vingtaine d'entreprises qui ont financé ce développement. C'était à la maille de Carbone 4 un gros projet, hein. Enfin c'est toujours un gros projet. Carbone 4 c'est entre 150 et 200 personnes et IF ça a été entre 10 et 15 personnes. Donc c'est un gros projet à la maille d'une entreprise comme la nôtre. Et pour celles et ceux qui sont un peu familiers de cette affaire, ça ressemble dans sa présentation au scénario de l'AIE. Vous savez, les scénarios de l'AIE, Current Policy, etc. Sauf que le déterminant d'entrée des scénarios de l'AIE, c'est uniquement la volonté des individus. On considère que les ressources naturelles ne sont pas un facteur limitant dans les scénarios de l'AIE. Et par ailleurs, on considère que l'accès aux technologies de rupture, ce n'est pas un facteur limitant non plus. On claque des doigts et elles sont là le lendemain matin. C'est un peu comme ça que c'est fait. Nous, on a considéré que ce n'était pas aussi simple que ça. Et donc, il y a deux choses qui sont nouvelles dans notre approche. La première, c'est que d'entrée de jeu, les limites physiques sont présentes. Et donc, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on part d'un côté des limites physiques, de l'autre côté des désirs sociaux. Évidemment, au début, ça ne boucle pas, parce que si on part uniquement des désirs sociaux, on a aujourd'hui 1,6 milliard de voitures sur Terre et on a 8 milliards d'individus. Donc peut-être qu'on voudrait 4 milliards de voitures. Sauf que si on regarde comment ça passe avec soit du pétrole, soit de l'électricité, soit du cuivre, soit etc., on se rend compte que ça ne va pas passer, en tout cas pas en 30 ans ou pas en 40 ans. Et donc on a cet antagonisme entre les désirs sociaux et les possibilités physiques. Et on a un subtil mécanisme de résolution de ce différend par itération qui nous amène finalement à ce qu'on appelle un point de convergence, c'est-à-dire un moment où on a un compromis entre ce qu'on souhaitait et ce qui est possible. Et ça décrit un avenir possible, ça décrit un univers possible. Et en fonction du jeu d'hypothèses qu'on fait sur les désirs sociaux, alors je vous prends un exemple, à énergie contrainte, on peut considérer que la mobilité à l'avenir, il y a soit des gens qui se diront « je préfère avoir une voiture au quotidien et pas prendre l'avion », et soit des gens qui se diront « je préfère rouler en vélo au quotidien et puis prendre l'avion une fois de temps en temps ». Voilà. Avec la même énergie disponible, on peut faire ces deux choix-là. Hein. Ça ne dit pas combien de fois vous prendrez l'avion et combien de fois vous prendrez votre... Mais juste, on peut faire ce genre d'arbitrage. Et ben dans la manière dont on explicite les scénarios, on fait ce genre d'arbitrage, c'est-à-dire on part avec des jeux de désirs sociaux qui sont différents. Par contre, les limites physiques sont toujours les mêmes. Ça, on les a prescrites. Et ça décrit plusieurs univers comme ça, dont un univers dans lequel le changement climatique n'est pas du tout maîtrisé et on essaye d'imaginer ce que ça peut vouloir dire en termes d'évolution de la société. Voilà, donc c'est ça. Alors les scénarios seront rendus publics. C'est le principe. Tout ce qu'on fait à Carbone 4 est open source, donc on va rendre les scénarios au public. Et ça servira ensuite de matière première pour qu'une entreprise particulière, sur la base de ces évolutions possibles, se pose la question de moi, dans chacune de ces évolutions, ça veut dire quoi pour moi? Alors j'ai oublié de préciser que ces scénarios allaient être régionalisés, parce que si vous êtes un fabricant de chaussures installé en Europe, ce qui va se passer en Asie vous intéresse un peu moins que ce qui va se passer en Europe, même si nous sommes sur une seule planète, tous solidaires, comme chacun sait. Et donc, on va avoir 11 régions dans ce scénario qui vont suivre leur propre évolution. Et ces 11 régions vont également avoir de l'importance parce que pour un certain nombre de ressources qui sont contingentes au niveau mondial, l'accès régional ne sera pas nécessairement le même. Si je prends l'exemple du pétrole, aujourd'hui, l'accès régional de l'Europe au pétrole est déjà en déclin. Depuis 2007, l'Europe utilise de moins en moins de pétrole et ce n'est pas un effet des politiques climatiques, c'est un effet de la contingence d'accès au pétrole dans la région Europe. C'est pareil pour le gaz, incidemment. Mais ce n'est pas vrai aux États-Unis. En Amérique du Nord, aujourd'hui, l'accès au pétrole est de plus en plus facile.
hein. Donc toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne, et c'est la raison pour laquelle on a fait dans cette initiative une discrimination entre régions. Voilà, donc si je le redis avec des mots très simples, c'est une version plus opérationnelle, plus opérationnalisable, si on me pardonne cette espèce de globish, de ce qu'avait fait l'équipe Meadows avec leur modèle World 3 il y a maintenant quelques décennies. Et incidemment, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce qu'avait fait Meadows dans les années 70 n'avait pas été repris par les États. Et en fait, la vraie raison, c'est qu'ils n'avaient pas discriminé par État. Ils avaient fait le sort du monde et il n'y a pas de chef du monde. Et comme il n'y a pas de chef du monde, ça n'intéresse personne de savoir quel est le sort du monde. Ce qui intéresse un chef d'État, c'est de savoir quel est le sort de son État. Ce qui intéresse une région, c'est de savoir quel est le sort de sa région. Et ce qui intéresse un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, c'est de savoir quel est le sort de son entreprise. Voilà. Donc ce qu'on a fait à l'échelle de IF, c'est une tentative pour rendre opérationnelle cette approche d'analyse par scénario, qui est quelque chose qui, dans un monde qui va devenir turbulent et imprévisible, nous semble être une manière extrêmement pertinente de se confronter à l'avenir quand on est à la tête d'une entité, quelle qu'elle soit. Et je vois que mon temps est écoulé et que le maître du temps me regarde en faisant les gros yeux, donc je m'arrête là. Merci. Merci. Merci Jean-Marc. On va poursuivre cette table ronde avec trois intervenants qui sont pour l'un spécialistes des sols, pour l'autre ancienne ministre de l'écologie et pour la troisième spécialiste du bio et de l'agriculture. Je vous demande d'accueillir sur scène Yannick Poyat, Laure Verdeau et Brune Poirson. Bon, c'est pas grave, je vais rester debout. Toujours des solutions. Donc, je vais vous présenter chacun donc Yannick Poyat qui est créateur de la société Terrasol, Laure Verdeau qui est ancienne directrice de l'agence bio et Brune Poirson, qui est ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Donc chacun dans son domaine va essayer de nous parler de ce recul écologique et des moyens qu'eux mettent en place ou des moyens auxquels ils réfléchissent pour relancer cette dynamique écologique. On va peut-être commencer par vous, Yannick. Vous m'avez dit quand on s'est présenté que vous étiez pédologue, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette théorie ou ce terme ? Ce terme, il fait référence à un métier. Alors, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les enfants. Le pédologue, c'est presque comme le podologue, sauf qu'au lieu de s'occuper de vos pieds, on s'occupe de ce qu'il y a sous vos pieds, donc le sol. Il n'y a pas beaucoup de pédologues dans le monde, et il y en a encore moins qui s'intéressent au sol urbain. Donc moi, ma spécialité, c'est les sols urbains. Et ce qu'on souhaite faire chez Terrasol, c'est d'une manière assez large, c'est d'ouvrir nos chakras sur ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer une solution qu'on a développée, qu'on a testée et qu'aujourd'hui on la propose aux villes, qui permet de revaloriser les matériaux d'excavation. Donc c'est toutes ces terres qui sortent des chantiers. Il faut savoir qu'il y a 40 millions de tonnes qui sont générées chaque année en France. On est basé en Suisse, sur le canton de Genève. Il y a tellement de matériaux qu'on les envoie en France. Je vous laisse imaginer l'empreinte carbone de ces opérations. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir recréer des substrats fertiles à partir de ces matières d'excavation. Parce que le sol, en fait, la terre, ce n'est pas une ressource renouvelable. C'est ça le principe. Alors, concrètement, on parle de régénérer une ressource qui, par définition, est non renouvelable à l'échelle de temps humaine. Donc, conceptuellement, c'est quand même fort. Il vous faut à peu près 1000 ans pour fabriquer 1 à 2 cm de sol. Et puis moi, là, je me présente devant vous en vous disant qu'on régénère des sols en ville. Le problème, c'est qu'on confond les questions. Nous ne sommes pas, nous, humains, capables de recréer des sols au même titre que la nature, parce qu'ils mettent des milliers, voire des millions d'années à se former. Mais ce n'est pas la question qu'on nous pose. Aujourd'hui, on nous demande
de reconstituer des sols qui fonctionnent rapidement. Et ce n'est pas exactement la même question. Et donc là, c'est pour ça que je parlais d'ouvrir nos chakras, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de sol urbain, les gens pensent au tout venant. Vous savez, tous ces termes qu'on utilise, au remblai. Moi, je les utilise jamais, parce que le tout venant, ça veut tout et rien dire, justement. Et dans ce tout venant, il y a des matériaux qui ont un vrai potentiel pour être améliorés et retrouver une fonction qui est accueillir la végétation urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on veut reverdir les villes, mais vous savez que 30% de la biomasse d'un arbre, c'est des racines, et les racines, elles se développent dans un sol, donc on doit avoir des sols fertiles pour être sûr que les arbres qu'on plante aujourd'hui tiendront pour les générations futures. Et ces sols, vous les trouvez sous des immeubles qui ont été construits, qui ont été détruits, vous les récupérez en fait, vous les réutilisez. Alors, en fait, il y a soit l'opération, on va dire, Grosse Bertha, où en gros, on a un grand projet d'aménagement qui va générer des milliers de mètres cubes de matériaux, et du coup, on anticipe pour dire, en fait, votre projet, il va accueillir des arbres, des jardins, vous allez avoir besoin de terre. Donc plutôt que d'importer de la terre végétale qui, au passage, est des terres agricoles qu'on a décapées, donc on va laisser les terres agricoles dans le monde agricole et on va régénérer nos sols nous-mêmes en ville. Donc ça, c'est les grosses opérations. Et ensuite, vous avez les points d'acupuncture. C'est toutes ces zones, on a plusieurs exemples sur Genève, par exemple, juste derrière la gare de Cornavin, de Genève, donc, on a un parking qu'on a transformé en micro-forêt. Et en fait, ce parking, il a été créé il y a 70 ans. Et ils ont presque juste déposé l'enrobé bitumineux sur l'ancien sol agricole. Et donc ça, c'est un énorme potentiel pour régénérer ces sols, parce que globalement, on dit tout le temps que les sols urbains sont morts, mais en fait, les sols urbains, ils ne sont pas morts, ils sont juste dans le coma. Et il y a une grande partie d'entre eux qui ont besoin d'être revitalisés, et il n'y a rien de technologique là-dedans. La seule technologie qu'on utilise, c'est du bon sens paysan et du vivant, en fait. Et comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple quand une ville, par exemple en France, vous travaillez en France, il y a des municipalités avec lesquelles vous travaillez pour Oui. revégétaliser des cours d'école ou revégétaliser des avenues? Quels conseils vous leur donnez? Déjà, c'est de s'intéresser à ce qui se passe sous leurs pieds, c'est de ne pas voir, bon, je pense que c'est le sujet globalement sur Change Now, mais c'est de ne pas voir sur le court terme, parce que planter un arbre, c'est extrêmement simple. Je pense que tout le monde ici est capable de le faire. Pérenniser les arbres, ça c'est une autre histoire. Donc c'est déjà conceptuellement de se dire que pour qu'un arbre se développe sur le long terme, il a besoin de 60 mètres cubes de sol. Donc il faut lui offrir ça. Aujourd'hui, une fosse, quand vous voyez les arbres de plantation sur les voies d'alignement, ils sont en général dans des fosses qui font entre 3 et 9 mètres cubes. Donc en fait, c'est comme si vous avez des arbres en pot. Et un très bon exemple, c'est sur l'une des avenues les plus connues en France, sur les Champs-Élysées. Moi, les platanes des Champs-Élysées, ils me font mal au cœur quand j'y vais. Je ne regarde pas les boutiques de luxe, je regarde les pieds d'arbres qui sont ultra compactés. Et je me dis qu'il y a quand même un effort à faire, parce que quand il fera 45 degrés sur cette avenue, on aura quand même besoin de ces arbres-là. Donc c'est déjà de changer les mentalités sur les besoins de cette végétation et de ne pas juste dire, en fait, on plante des arbres le jour J, et puis ça donne une belle image tout de suite. Donc en fait, quand une municipalité dit je vais planter X milliers ou centaines de milliers d'arbres, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut d'abord voir où on les plante et où ils seront vraiment utiles, c'est ça? En fait, donner un chiffre, c'est bien, parce que si je vous dis que je vais planter 1 million d'arbres, c'est super. Il faut anticiper quand même un minimum les choses. Il faut se dire, est-ce que j'ai la capacité de pouvoir accueillir autant d'arbres? Parce qu'après, derrière, les équipes techniques, c'est compliqué pour elles de planter autant d'arbres et de les faire tenir longtemps. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir cartographier un certain nombre de choses sur un territoire. On travaille aussi beaucoup sur ces questions-là. De pouvoir localiser les zones, typiquement, où on a un fort potentiel de régénération in situ des sols. Ce que je vous disais juste avant avec l'exemple du parking juste à côté de la gare de Genève. Donc en gros, c'est toujours une question d'anticipation. C'est de se dire, aujourd'hui, on a énormément de données. On a des milliers de sondages géotechniques qui ont été faits. Donc nous, on les analyse pour voir un petit peu ce qui se passe sous nos pieds. Et l'objectif, c'est de pouvoir localiser. On parle énormément de ville-éponge, mais il faut quand même qu'on puisse définir où sont les zones où il y a le plus fort potentiel d'infiltration avant de se dire qu'on va désimperméabiliser. Et donc, vous pouvez nous redire les villes-éponges? Je sais que ça s'est beaucoup développé en Chine. Le concept, c'est quoi en fait? Le concept, c'est de perméabiliser les villes. C'est de faciliter l'infiltration de la goutte d'eau de pluie qui tombe. Donc en gros, c'est de l'infiltrer dans le sol et de recréer un cycle de l'eau en ville. Et l'objectif, en fait, on donne toujours cette image du sol comme une éponge, c'est de recréer en fait la capacité d'infiltration, de redonner le sol sa fonction d'infiltration, de filtration et de rétention des eaux pluviales. Et des projets comme ça en France, vous en avez beaucoup, les villes vous sollicitent pour
désimperméabiliser des cours d'école, créer des forêts urbaines. On a l'impression que ça se développe un peu partout. Alors, de plus en plus, on est plus actif en Suisse qu'en France, parce qu'on est basé à Lausanne. La majorité de mes projets sont sur Genève, parce qu'il y a l'Office cantonal de l'eau sur Genève qui est extrêmement, qui pousse en fait sur ces sujets-là. Puis on est aussi sur ce genre de salon, on a un stand qui est juste derrière pour essayer de travailler aussi sur ces sujets en France. Ouais. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué l'importance des sols et de les régénérer. On va peut-être passer la parole à votre voisine Laure Verdeau. Vous êtes spécialiste du bio et de l'agriculture. Vous avez été directrice de l'agence bio. Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu beaucoup, c'est pareil, d'objectifs de développement du bio, notamment dans les cantines, il y a des objectifs chiffrés. Mais on a l'impression, c'est pareil, que ça prend pas ou peu, ou que ça prend dans certaines villes et pas d'autres. Pourquoi il y a ces blocages, notamment sur le bio dans les cantines? Après, on pourra reparler du bio en général. Mais je suis sûre que ça va se débloquer maintenant qu'il y a toutes les nouvelles municipalités. Elles vont s'empresser de respecter la loi Egalim, qui dit qu'il faut 20% de bio dans le plateau de la restauration collective, donc des cantines, que ça va de la crèche à l'EHPAD. C'était une loi non coercitive, donc évidemment, est-ce que vous ralentiriez près d'un radar qui ne vous met pas d'amende en cas d'excès de vitesse? Non. Donc là, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que l'objectif de 20% qui était fixé pour le 1er janvier 2022, il est réalisé presque, puisqu'on est à 6%, il manque quelques points quand même. Donc, effectivement, on a non seulement pas atteint l'objectif, mais on est en recul. D'une manière générale, on est en recul sur l'agriculture biologique. Pour vous donner un ordre d'idée et resituer le paysage, en France, la moitié du territoire, c'est des terres agricoles. Donc, c'est 28 millions à peu près d'hectares agricoles. Et il n'y en a que 10% en bio, alors que l'objectif de la loi, c'est 20%. Et ces 10% ont reculé ces 2 dernières années. Donc, ça fait 2,8 millions d'hectares. On a perdu 110 000 hectares. Ce qui est un peu dommage d'un point de vue purement finances publiques, par exemple, puisque les bio touchent pendant 5 ans une aide d'environ 130 € par hectare. Donc si vous multipliez 110 par 130 €, 110 000 hectares perdus par 130 € pendant 5 ans, ça fait 70 millions qu'on a perdus. Parce que normalement, les fermes bio, on paye nous tous, c'est notre intérêt général d'avoir des voisins en bio, on paye nous tous contribuables pour développer le bio, et c'est vraiment dommage si le bio recule. C'est un peu comme vendre les bijoux de famille. Et pourquoi c'est notre intérêt qu'il y ait du bio autour de nous? Qu'est-ce que ça que le change bio... qu'un agriculteur soit bio ou soit en conventionnel, si on est voisin de cet agriculteur? Conventionnel, je ne connais pas ce mot parce que j'ai demandé la convention et je ne sais pas qui la signe et ce qu'elle dit. Donc je pense que c'est un tic de langage, mais je vous parlerai peut-être de non-bio. Et en fait, l'agriculture biologique, pourquoi c'est d'intérêt général? Parce que chaque hectare cultivé en bio, donc je vais prendre un petit thème tendance, la souveraineté, c'est de la souveraineté agricole en plus. On a la chance d'avoir M. Jancovici. Donc à chaque fois qu'on cultive un hectare en bio, on n'a pas besoin d'engrais azoté pour le fertiliser. Donc l'engrais azoté, c'est l'engrais synthétique qu'on importe à 80%, et notre troisième fournisseur, c'est la Russie. Je n'ai pas besoin de refaire le résumé des épisodes précédents pour voir que c'est quand même pas une hyper bonne idée de dépendre de ce genre d'importation. Et là, avec le détroit d'Ormuz, les engrais, il y a une partie qui sont bloqués. Voilà, et je comprends. Donc c'est le moment où tout le monde va se dire, mais si on faisait du bio pour pas devoir importer, mais ils viennent plutôt du Nord, ils viennent de Russie. Donc on a vraiment un sujet qui est, chaque hectare en bio, c'est de l'intérêt général. En plus, parce que ça renfloue notre balance commerciale. On perd chaque année 2 milliards à importer ces engrais azotés qui sont donc synthétiques, donc interdits en bio. Je vous invite d'ailleurs l'agence bio, juste avant, c'était ma legacy, que je ne parte, à publier Pour en finir avec les idées fausses sur le bio. Donc vous apprendrez que le bio interdit les engrais azotés, qui sont donc assez mortifères pour notre balance commerciale et qui sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc manger bio, c'est décarboner déjà notre alimentation, donc c'est d'intérêt général. Ensuite, quand bien même on aurait un futur décarboné, je ne sais pas ce qu'on ferait sans eau potable et sans abeilles. Donc si on veut des eaux potables et des abeilles, le bio, c'est la meilleure solution. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'État s'est fixé un objectif, même s'il n'a pas encore atteint lui-même, de développer le bio à la fois dans les cantines et dans les champs. Il manque encore des objectifs pour développer le bio dans notre consommation à nous, Français, puisqu'actuellement, on ne consacre que 6% de notre budget alimentaire au bio. Ça nous alors, qu'est-ce qui coince au niveau national? Au niveau national et au niveau peut-être des gens. On dit souvent que le bio, c'est très cher. C'est aussi pour ça que les gens ne peuvent pas tous alors, acheter je me demande du bio. bien comment on sait le prix du bio, parce qu'il n'y a pas d'observatoire, il n'y a pas d'indicateur du prix du bio. On ne connaît le bio qu'en grande distribution, parce qu'eux, ils appuient sur un bouton et les 900 enseignes ont les chiffres. Mais on ne connaît pas le prix du bio. Le bio, il est vendu que pour moitié
même pas, moins que la moitié en grande distribution. Il est vendu pour 28% de ses débouchés dans des magasins bio qui, depuis le temps qu'on dit qu'ils sont chers, ne le sont plus, puisqu'ils ont débauché tous les talents de la grande distribution, qui se sont organisés, ils ont écrasé leurs coûts logistiques. Donc on peut désormais avoir un panier de la ménagère hyper accessible dans des chaînes comme Biocop ou Naturalia. Le troisième secteur qui vend du bio, c'est la vente directe. En fait, le local, tout le monde parle du local, mais le local, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui le font. Et les bio font du local, puisque plus de 42% des fermes bio vendent déjà en direct. Ça fait à peu près 26 000 points de vente partout sur le territoire. Des fermes où, certes, vous ne pouvez pas faire tout votre panier de courses, mais vous pouvez acheter une grande partie de vos fruits et légumes, vous pouvez acheter même de la viande en direct. Et ça, c'est un maillage du territoire qui est nettement supérieur à la grande distribution, par exemple. Il y a 18 000 supermarchés, hypermarchés sur le territoire français. Il y a 26 000 fermes bio qui vendent en direct, que vous pouvez d'ailleurs géolocaliser grâce au site de l'agence bio, parce que comme ça, vous pouvez trouver à côté de chez vous. Donc, il y a le bio, il est... Sur la question du prix, on ne peut pas en discuter parce qu'il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indice synthétique du prix du bio. Effectivement, il est un peu plus cher quand il est vendu en grande distribution, 30 à 50%, mais c'est le seul cas, puisqu'on commence à avoir, comme je vous le disais, que ce soit en magasin bio ou en vente directe, des prix ultra compétitifs. D'ailleurs, le bio est en solde actuellement, puisque les engrais azotés, le prix a explosé. On est passé de 180 € la tonne à plus de 900 000 € après le conflit en Ukraine. Donc tout ça, c'est des dépenses qui ne pèsent pas sur les bio. Donc les bio, forcément, sont moins chers. Donc actuellement, le bio n'a jamais été aussi peu cher. Et comment expliquer alors que dans les cantines de nos enfants, alors, le bio ne se taille pas la part du lion, si ce n'est pas si cher que ça? Alors 6%, c'est la moyenne nationale et il y a une grande disparité. Il y a 80 000 cantines en France. Il y en a certaines qui sont à 100, 60, 70% de bio et pour le même prix qu'une cantine avec du pas bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix d'un repas à la cantine, c'est à peu près 10 € et un quart de ça, on va mettre 2,50 €, mais ça aussi entre 1,80 € pour les petits en crèche à 2,50 € pour les employés, je ne sais pas, de L'Oréal. Là, on a beaucoup de municipalités qui savent faire du bio à budget inchangé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reterritorialisé des filières locales, ils sont allés voir l'éleveur, ils ont acheté le bœuf sur pattes, ils ont recruté un boucher et ils mettent... Vous aviez l'exemple d'Épinal, je crois, c'est ça? Oui, on adore cet exemple-là. C'est une mairie LR qui était gérée par donc Elior, un géant de la restauration collective et qui a réussi à budget inchangé à augmenter la proportion de bio. Mais il y en a des dizaines d'exemples qu'on a mis en valeur au Salon des maires, etc., grâce à l'agence bio. Donc c'est une affaire de volonté politique. Et puis c'est une affaire de visibilité et d'éducation. En fait, vous tous qui avez voté ou qui êtes parents d'élèves, c'est aussi il y a une histoire d'infrastructure. Les infrastructures ne permettent pas encore de massifier, de passer à l'échelle de toutes ces cantines qui font déjà du bio. Alors tout le monde a en tête Mouan-Sartoux, mais il y a plein d'autres modèles qui sont plus réplicables, adaptés à chaque terroir, parce que les terroirs sont tous différents. Et il faut qu'il y ait de toute façon une loi qui soit respectée. En fait, si demain la loi Egalim qui dit 20% de bio dans les cantines était respecté, on sera à 1,5 milliard de business supplémentaire pour les bio. Sur un marché à 12 milliards, c'est pas mal. Et on voit que, en termes de loi aussi, ce qui est compliqué, il y a eu des atteintes, notamment sur la loi Duplon. Est-ce que ça a des répercussions sur le bio, sur la manière de faire l'agriculture aussi ? Le marché bio était en décroissance et en fait, le meilleur directeur marketing que le bio ait jamais connu, c'est Laurent Duplon, parce que quand il a passé une loi où il a réautorisé des produits dont tout le monde pensait qu'il était de l'intérêt général de ne pas les remettre, là, les ventes ont redémarré, que ce soit en bio en grande surface, que ce soit en bio dans les magasins bio. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé avec des directeurs des achats de Carrefour, qui nous appelaient en disant mais vous allez, parce qu'on avait fait une campagne de communication sur le bio, ils me disent mais vous allez communiquer sur le bio? On a dit bah oui, la campagne, ça sera la première campagne télé là, donc ça arrive. Ils nous disaient mais il faut qu'on mette des produits bio dans les rayons. On était là oui, comme vous aviez promis au Grenelle de l'environnement en 2007, ça serait pas mal effectivement après les avoir massivement enlevés. Donc oui, il y a besoin de toute façon d'agir sur tous les leviers. Et donc, est-ce qu'il y a un gap entre ce qui parfois est voté à l'Assemblée par les députés et ce que demandent les consommateurs? Il y a parce qu'on voit que la pétition contre la loi Duplon, elle a recueilli plus de 2 millions de signataires. Donc, il y a vraiment un gap entre ce que demande la société et ce que votent les élus? Écoutez, moi, je n'ai jamais été très bonne en sciences politiques. Je crois que je n'ai pas validé mon module affaires publiques à Sciences Po. Et moi, je pensais que les gens qui gagnaient les élections gouvernaient.
Mais depuis que c'est plus le cas, je ne saurais pas vous répondre à ça. Je pense que c'est peut-être ça le gap entre le vote et qui a le job à la fin. On va parler politique, justement. Je vais vous passer la parole. La politique, vous avez longtemps baigné dedans. Vous étiez secrétaire d'État à l'écologie sous... Édouard Philippe. Donc quand même, je précise, ça fait 6 ans que j'ai arrêté la politique. Ouais. Mais À l'époque, et est-ce que ça a changé, c'était compliqué pour vous, mais aussi pour votre ministre de tutelle qui était Nicolas Hulot. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était parti du gouvernement, de gagner ces arbitrages. C'est toujours le cas. Quel souvenir vous avez gardé de ça, de passer des arbitrages face à Bercy, face à Matignon, face à l'Élysée, quand on est secrétaire d'État à l'écologie? pour être très franche, horrible. C'est extrêmement difficile. Je crois que ça l'a toujours été, mais à mon avis, c'est plus difficile que jamais. C'est plus difficile que jamais parce qu'on est vraiment dans une situation où, ça rejoint peut-être un petit peu ce que disait Laure à l'instant, il y a une sorte de hiatus entre ce qu'il faut dire pour être élu et la réalité de terrain. Ce qu'il faut dire pour être élu, c'est quand même cliver, accentuer vraiment le clivage, l'aspect punitif de l'écologie et la réalité de ce que les gens vivent au quotidien et de ce qu'ils veulent au quotidien. Quand vous dites cliver, c'est qui clive? C'est les politiques Sciemment, les responsables politiques, parce que c'est une façon de créer tout un nouveau, ou en tout cas d'accélérer disons que c'est une façon de créer de nouveaux électeurs que d'accentuer cette dimension d'écologie punitive. On est rentré dans une ère et dans un moment qui est extrêmement idéologique, très déconnecté de la réalité, de ce que vivent. Laure parlait par exemple de l'exemple d'Épinal, on parlait des platanes sur les Champs-Élysées, mais c'est pareil dans toutes les villes. Les Français, je pense, et c'est ce qui montre aussi dans certains des sondages, que par exemple, il y a 68% des Français qui disent qu'ils seraient extrêmement gênés de voter pour un candidat qui ne mettrait pas une priorité affichée sur l'écologie. Et à la fois, on voit qu'aux dernières municipales, pardon, je vous coupe, mais les mairies, les grosses mairies tenues par des Europe Écologie Les Verts n'ont pas forcément gagné, elles ont même parfois perdu. Donc comment expliquer cette dichotomie? Effectivement, quand vous regardez là le résultat des élections municipales, sur 7 grandes villes, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants qui étaient vertes, écologistes, eh bien aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Donc on peut se dire, mais c'est un recul de l'écologie. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont vraiment très différentes. Il y a l'écologie politique, et là j'y reviendrai, et puis il y a la vie quotidienne des Français. Et je crois que moi, je le vois, j'ai été élue dans le Vaucluse, j'y vais extrêmement souvent. Même dans les mairies les plus à l'extrême droite, il y a encore des projets liés à l'écologie qui émergent. Et je crois que ce que ça veut dire, et c'est quand même une grande révolution, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans la salle, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler d'écologie. Non pas parce qu'il faut qu'on arrête d'en faire, mais en fait parce que c'est devenu, et ça doit être tellement important, qu'on ne peut pas continuer à parler d'écologie comme on le faisait avant, parce que sinon, en fait, on sert la soupe aux extrêmes, qui du coup réutilisent tout ce vocabulaire qui est imprégné, qu'ils ont réussi à dire et à accuser d'être sous la grande bannière, qui c'est pas tellement ce que je veux, qui savent même pas tellement ce que ça veut dire, mais d'écologie punitive. Donc pour vous donner un exemple très concret. Même le mot écologie ou les mots comme le développement durable ou tous ces mots-là vont être associés par des partis extrêmes, tout de suite ramenés à des sujets comme la taxe carbone par exemple. Et tous ces sujets-là vont être amalgamés et ça va servir aux partis d'extrême pour faire du judo, et c'est-à-dire utiliser ces mots-là pour gagner les élections. Mais alors comment il faut en parler de l'écologie si on ne peut plus parler de développement durable, si on ne peut plus dire je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai travail pour revendre l'écologie, et pardon, mais j'utilise le mot à dessein, en utilisant un vocabulaire beaucoup plus lié au quotidien des Français. C'est des efforts qui ont été faits, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin sur la santé, par exemple, sur soit la qualité des sols, sur tous ces sujets-là. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réinvente la façon dont on parle d'écologie. Vous trouvez aussi, vous trois, je ne sais pas Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça, le côté backlash écologique, vous l'observez comme tout le monde? Il est surtout présent pour moi dans la sphère bruyante, le backlash écologique, donc la sphère médiatico-politique. Et effectivement, il y a un besoin, surtout à l'approche des élections, de se différencier des différents candidats, et donc ils font de la surenchère par rapport à ce que pensent leurs propres électeurs, souvent.
Dans la population dans son ensemble, on constate pas de backlash, mais par ailleurs, la population dans son ensemble est historiquement schizophrène. C'est-à-dire que historiquement, on dit on veut préserver, sauf que quand même, quand on fait un choix opérationnel, nous, bah, on va quand même prendre la bagnole, voire prendre l'avion, voire acheter un truc qui n'a pas été cultivé de manière terrible, mais quand même c'est moins cher, etc. Donc, mais de ce point de vue, moi, enfin, dans la population dans son ensemble, je ne constate pas de changement. Je ne pense pas qu'il y ait de. Enfin, quand tous les études d'opinion, etc., montrent qu'il n'y a pas un changement majeur. Et il continue à y avoir des tas de trucs qui avancent de fait. Mais est-ce qu'il faut du coup changer notre manière de parler d'écologie? Est-ce que c'est le fait d'en parler qui est problématique? Ça dépend qui est on. Si vous me posez la question comme journaliste, je vous répondrai peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas que les gens soient prêts facilement à se sacrifier au profit d'un bénéfice collectif non incarné. Ça, je crois que c'est compliqué. Donc ça veut dire que si on veut vendre quelque chose qui est bénéfique pour la collectivité, il faut que pour bon nombre d'entre nous, pas tout le monde, mais bon nombre d'entre nous, il y ait aussi un bénéfice individuel qui soit associé. Si je reprends l'exemple du bio, il y a un argument environnemental, mais il y a aussi un argument sanitaire. Posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est bien qu'il y ait des gens qui cultivent bio? Si vous habitez à côté d'un champ, c'est mieux, oui, pour votre propre santé. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels, pareil, en ce qui concerne la baisse de la mobilité motorisée, partout où il y a des alternatives, ça fait un environnement plus tranquille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un des trucs qui était extraordinaire au moment du Covid, c'était le calme. C'était juste extraordinaire. On entendait les oiseaux chanter. Enfin, je veux dire, au début c'était un choc, puis après il y a eu une espèce de... Cet aspect-là en particulier a été assez extraordinaire, moi je trouve, sur cet aspect-là, encore une fois, pas sur tout, mais sur cet aspect-là, ça a été assez Et marrant. on avait dit à l'époque que tout changerait après. On ne Oui. pourrait plus recommencer comme avant. Et en fait, on a recommencé tout comme Alors avant. on a recommencé l'essentiel, oui, pas tout, mais l'essentiel. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une baisse d'envie. Et puis en ce moment, il y a un mot qui est en train de faire son apparition, qui remplace un peu écologie dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le sujet énergétique, ça va être souveraineté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans les zones qui étaient très fortement importatrices d'hydrocarbures, ce qui est le cas, alors je rappelle que la France importe 99% de son pétrole et 100% de son gaz, et que si je me mets au niveau de l'Union européenne, c'est respectivement 97% du pétrole et 90% du gaz. Donc en gros, on est à poil. Et on s'est rendu compte que de décarboner parce qu'il fallait préserver le climat ou de décarboner parce qu'il n'y a plus, en fait, c'est les mêmes actions. Et on le voit bien là, à la suite du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement s'apprête à annoncer une accélération de l'électrification. Donc il ne va pas le faire au nom de l'environnement, il va le faire au nom de la souveraineté. En pratique, c'est la même chose. Si on dit à quelqu'un il faut que tu passes à la voiture électrique au nom de l'environnement, il va éventuellement dire ah, tout ça c'est un truc de bobo, machin, etc. Si on lui dit il faut que tu passes à la voiture électrique parce qu'il ne va plus y avoir de pétrole et que c'est comme ça qu'on préserve ta mobilité, il va peut-être voir les choses de façon différente. À condition que la voiture électrique soit accessible aujourd'hui. Mais elle sera ni plus ni moins accessible que les voitures thermiques d'aujourd'hui qui ne sont pas accessibles neuves à tout le monde. Je veux dire, c'est pareil. Un peu plus cher l'électrique quand même. Non, il y a des voitures neuves électriques aujourd'hui à moins de 20 000 euros. Et il y a peut-être tas de gens qui achètent des voitures thermiques SUV à beaucoup plus de 40 000. Donc non, cet argument du prix, quand on raisonne en coût complet, en plus, il cesse d'être vrai. Enfin, non, c'est pas vrai ça. Par contre, il y a la force de l'habitude. Ça, c'est très clair. Donc, il y a un processus de vente à faire et un processus de pédagogie à faire. Alors, là où je vais reboucler avec la discussion précédente, c'est que la pédagogie et la politique, particulièrement par les temps qui courent, c'est compliqué de leur faire bon ménage. Et merci. Et Brune, du coup, quelle expérience vous en avez tiré de cette expérience gouvernementale? Vous vous êtes dit, en gros, être ministre de l'écologie ou secrétaire d'État de l'écologie, c'est horrible, on n'y arrivera jamais? Ou quel conseil vous donneriez à ceux ou celles qui vous ont succédé? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a, pendant longtemps, on a voulu faire émerger, ce qui est tout à fait compréhensible, l'écologie un peu pour l'écologie. Et donc, on voulait lui donner, et c'est normal aussi, la primauté, mais y compris dans le langage. Et aujourd'hui, l'humble conseil que je donnerais, mais qu'est-ce qu'on a commencé, je pense, tous à faire ici dans cette salle, et qu'il faut continuer à faire, c'est intégrer et parler d'écologie différemment en utilisant l'intérêt
et en se mettant à la place de la personne qu'on a en face de nous pour lui pousser des sujets écologiques. Très simplement, quand on parle par exemple à Bercy, eh bien, quand on pousse les sujets d'économie circulaire comme j'ai pu le faire, eh bien, c'est de parler de réindustrialisation, d'emplois locaux non délocalisables, de compétitivité par rapport à la Chine. Quand on va parler au ministère de la Santé, c'est de parler d'économie, par exemple, liée à la prévention, si on ingère moins de produits chimiques. Bref, tout ça, c'est des évidences, mais je pense qu'il faut le systématiser et je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai quand même une grande inquiétude, c'est que le mot même écologie finissent par être un repoussoir absolument gigantesque. Quand vous regardez, j'étais en Chine là récemment, la Chine n'arrête pas de parler de civilisation écologique. Et donc on peut s'en réjouir. Sauf que la réalité, c'est que cette civilisation écologique-là qui émerge en Chine et qui nous a rendus dépendants parce que nous avons été trop lents pour faire la transition, qui nous a rendus dépendants des technologies vertes chinoises. Le résultat, ça va être, il faut quand même se le dire, sauf si on fait très rapidement la transition là dans les mois à venir, ça va être des milliers et des millions d'emplois qui vont disparaître. Une souffrance. Dans la voiture électrique, dans les panneaux solaires. Prenons l'exemple de la voiture électrique. Et donc, peu à peu, cette civilisation écologique va être synonyme pour l'Europe de déclassement et de souffrance. Et donc, si on ne travaille pas aujourd'hui pour vraiment repenser le discours, et encore une fois, et là j'invite tout le monde dans la salle à le faire vraiment collectivement, et en se disant, il faut maintenir le cap, mais si on veut maintenir ce cap-là, alors il faut parler d'écologie différemment, il faut même peut-être assumer de ne plus utiliser le mot, parce que sinon on va être perdu et on va être plutôt coincé entre d'un côté des extrêmes qui, comme on le disait, adorent se créer un nouvel électorat et le faire émerger en accentuant le côté écologie punitive, etc. Et en utilisant finalement et en surfant sur tous les vents qui viennent du côté nord-américain. Et de l'autre côté, on aura les vents chinois qui vont, eux, très concrètement, détruire une partie de l'industrie européenne qui est déjà pas flamboyante. Et donc, si on veut éviter d'être pris complètement en sandwich entre les deux, c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment y retravailler. La guerre en Iran, malheureusement, si peut-être, et je déteste parler d'opportunité, mais peut-être au moins une façon d'avoir ce débat-là un peu plus publiquement, mais il faut que nous tous, défenseurs entre guillemets de l'écologie comme on l'a fait aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pense sur le sujet et qu'on y travaille vraiment tous, parce qu'à moins de changer la façon d'en parler, encore une fois, je me répète, ce sera trop facile de nous piéger, de nous amenuiser et par là même d'anéantir l'action. Ok, écoutez, je vous remercie tous les quatre. À bientôt, Jean-Marc. Et je vous demande d'accueillir maintenant notre dernier intervenant qui s'appelle Serge Jacquat, que personnellement je connais depuis assez longtemps, parce que quand je fais l'environnement au Parisien, je fais beaucoup de sujets météo et climat. Et Serge est agroclimatologue. Il est désormais assez connu grâce à son chapeau, notamment. Et allez-vous, Serge. Est-ce que Serge, déjà, vous pouvez vous présenter, dire agroclimatologue, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Climatologue, météorologue, on sait, mais agroclimatologue, on ne sait pas exactement. Donc qu'est-ce que c'est que cette spécialité ? Eh ben déjà, bonjour à tous, vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir de vous voir tous ici. Alors agroclimatologue, c'est en divisant en deux mots, hein, agroclimatologue, c'est l'impact du changement climatique notamment sur l'agriculture. Alors, c'est hyper concret, c'est très concret, je ne vais pas vous faire des phrases très compliquées, hein. C'est très concret. Si vous prenez par exemple le court terme, genre dans les prochains jours, quoi, ça c'est de l'agro-météo. Typiquement, floraison précoce actuellement, s'il y a des risques de gel à venir, je protège mes cultures en cours. Ça, qui a été le cas il y a quelques jours voilà. Un peu partout en France. Exactement. S'il y a une vache laitière, par exemple, est-ce que je dois la protéger de la canicule ? S'il y a une sécheresse en cours, est-ce que je dois irriguer ? S'il y a trop d'eau, est-ce que je peux aller semer ou non ? Ça, c'est du court terme. Et l'agroclimatologie, donc là, c'est plutôt du long terme. En gros, c'est est-ce que je dois planter des oliviers dans la Beauce en 2030 ? Est-ce que j'aurai de la lavande à Lille en 2050 ? Est-ce que je dois planter du kaki, de la nèfle, de la grenade, de la figue de Barbarie à Perpignan en 2026 ? Est-ce qu'il y aura toujours du camembert en Normandie en 2050 ? Et est-ce qu'on pourra toujours manger de la raclette dans les Alpes
D'ici 2070, c'est pas sûr, hein, je vous préviens, pour ceux qui sont fans de raclette. Et ça, du coup, vous, votre boulot quotidien, c'est quoi? C'est de faire des bilans, de travailler avec le GIEC sur les scénarios climatiques à 2050, 2100. En quoi consiste exactement votre travail au quotidien? En fait, je récupère les résultats du GIEC, les séries climatiques du GIEC, donc les climatologues, c'est ce qu'ils fournissent. Et derrière, je vais appliquer des équations de la biologie, quoi. La vitesse de croissance des feuilles en fonction de la température et de l'indice hydrique des sols, donc de l'eau dans le sol, le stress thermique sur la vache laitière et la production de lait qui lui est associé, le stress thermique sur un poulet en plein air et du coup la perte d'œufs qu'il peut y avoir derrière. Donc mon objectif est de quantifier les impacts du changement climatique sur l'agriculture. En fait, c'est hyper important. C'est vraiment très important. Parce que quand vous regardez CNews ou BFM TV le soir en rentrant chez vous, quand il y a une canicule, on parle de quoi? On parle, est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs dans le RERB? Ou est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs dans les maisons? Et derrière, on va dire que le glacier a fait un très bon chiffre d'affaires parce que les enfants sont allés à la plage ce week-end. Ça vous agace quand vous entendez ça? Ça m'agace, oui. C'est-à-dire que notre problème, qui est le changement climatique, c'est nous qui l'avons créé, ce changement climatique. On en est à l'origine avec les gaz à effet de serre. Et on essaye de le résoudre juste en regardant les impacts qu'il a sur nous, les humains. Est-ce que les gens n'ont pas tendance à confondre météo et climat? Si, aussi. Mais je termine juste ce que je dis. C'est que moi, mon rôle, c'est de dire le dépérissement des arbres dans les forêts dues aux canicules, c'est aussi un des impacts du changement climatique. Les pertes de rendement par les excès d'eau pour le blé ou les déficits d'eau pour le maïs, c'est aussi des impacts du changement climatique. Et la perte de la biodiversité, on a aussi un rôle du changement climatique dans cette perte de la biodiversité. C'est de remettre le contexte du changement climatique, pas que sur l'humain, mais aussi que ça impacte tous les écosystèmes autour de nous. Et je réponds à la question météo-climat. Je rappelle que la météo, c'est le court terme. Quand vous regardez Evelyne Delia à la télévision qui vous dit les temps qu'il fait, ça c'est de la météo. Le climat, ce sont les projections 2030, 2050, 2060. C'est-à-dire que quand vous avez un président du plus fort pays, entre guillemets fort, mondial, qui vient vous dire qu'il neige à New York aujourd'hui, où est le changement climatique, c'est un discours à jeter à la poubelle. C'est ce qu'on appelle une confusion entre le court terme et le long terme. Par contre, si ce président aurait eu l'intelligence, et je dis bien l'intelligence de nous dire la fréquence de ces chutes de neige à New York et l'évolution de la hauteur de neige moyenne annuelle et son évolution à la baisse, là, ça aurait été un discours climatique. Voilà. Et donc là, on surfe, on voit que vous parlez de Donald Trump, qui est ouvertement climato-sceptique. Est-ce que ce discours-là, on pensait qu'il était un peu révolu? Il est toujours aussi actif, le discours climato-sceptique? Mais il n'est pas révolu. Il n'a jamais été révolu. C'est qu'en fait, ils ont fait juste le silence et ils reviennent comme des petits serpents, vous savez, qui reviennent prendre un peu le pouvoir et qui se disent maintenant, le climat, les écolos, puis on a bien l'exemple sur X, hein, on a bien aussi Donald Trump, on a aussi Elon Musk, qui impose par les algorithmes et qui impose cette vision de l'homme de 70 ans qui est à moitié sénile et qui vient imposer à nos jeunes la vision d'un ancien monde qu'on ne veut plus. C'est-à-dire un monde où on se tape dessus pour des réserves de pétrole. C'est pas un monde d'avenir. Voilà. Moi, je considère que c'est nous, les jeunes, maintenant, qu'on doit un petit peu faire les petits serpents et à un moment revenir et dire non. Maintenant, on va changer. Le monde qu'on va avoir, nous, dans l'avenir, c'est pas le monde que vous allez nous léguer, c'est le monde qu'on va créer nous-mêmes, en fait. Et vous, au quotidien, sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous faites du débunkage, comme on dit, du climato-scepticisme? Vous réexpliquez que s'il y a eu 4 périodes de gel et qu'il a fait très chaud en février, c'est pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, bien au contraire? Alors ça, c'est un peu un rôle que je me suis donné parce qu'à l'origine, je suis un scientifique qui travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, mais en vulgarisant ces informations-là sur les réseaux sociaux, on a remarqué que ça intéressait et en attirant du monde sur les réseaux sociaux, on a forcément des personnes qui sont intéressées comme vous sur le sujet, mais on a des personnes qui essayent de nous faire taire par tous les moyens. Ça, c'est les discours, effectivement, oui, climato-sceptiques. Alors on me dit souvent, Monsieur Zaka, pourquoi vous leur répondez? Pourquoi vous perdez votre temps à leur répondre? Pourquoi vous perdez votre énergie
à leur répondre? C'est qu'en réalité, pour qu'on ait un président climato-sceptique qui a été élu, on a également des maires dans certaines villes qui ont été élus. Et il y en a de plus en plus en réalité. Donc si tout le monde se dit qu'il ne faut pas leur répondre, parce qu'à un moment l'intelligence va revenir sur le terrain et puis on va reprendre raison sur le climat, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas actuellement. Parce qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, ils maîtrisent les algorithmes aussi sur les réseaux sociaux. Et en réalité, moi je leur réponds, c'est pas pour changer la vie de certains comptes ouvertement climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, extrêmement connus d'ailleurs par la presse, qui les invite d'ailleurs encore sur les plateaux télé. Non, c'est pas pour changer leur avis, parce que je considère que là, c'est pas de l'ordre scientifique, c'est de l'ordre psychologique qu'il faut aller voir. C'est plus de l'ordre scientifique. Il y a un moment, il faut arrêter. Et moi, ce que je leur réponds, c'est que je leur donne des pédagogique chiffres, Oui. avec un peu d'humour parfois. Je leur donne des chiffres, des faits. Je suis pas là pour encore expliquer ce que c'est le changement climatique. Je leur donne des chiffres, des faits. Mon objectif n'est pas de changer le discours des climato-sceptiques. Mon objectif, c'est qu'il ne convainc pas encore plus d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire avoir par ces discours. Mon objectif, c'est juste d'arrêter que ce discours il reste dans leur cercle, dans leurs algorithmes sur les réseaux sociaux, et qui n'aille pas convaincre le papy, la mamie ou la personne plus jeune qui n'a pas de formation pas de formation scientifique et qui pourrait les croire et donc finalement voter une personne qui aurait un discours anti-scientifique. Et je considère que dans cette salle, je ne dois pas être le seul à le faire. Ici, il y a plein de jeunes qui maîtrisent les algorithmes, il y a plein de jeunes qui ont des réseaux sociaux. Et en fait, c'est vous les ambassadeurs de demain. C'est vous qui devez montrer à tous ces papis de 70 ans qui nous dirigent que vous ne voulez pas de ce monde. Et vous ne considérez pas que les scientifiques sont à jeter à la poubelle. Donc que ça soit la définition de l'écologie, en fait on nous fait tourner en rond et le but c'est de nous faire tourner en rond, de nous faire parler. En fait ce sont les plus jeunes qui doivent reprendre cette information. On s'en fout de la définition de l'écologie, on s'en fout de ce que c'est l'agroclimatologie. Nous c'est ce qu'on veut, on veut montrer le monde de demain. Et on n'est pas sur un problème de définition, on est sur un problème de fait, d'évolution de la température, d'évolution de la floraison, de la perte de la biodiversité, de perte de rendement agricole, de 15% des arbres dans le nord-est de la France qui sont en train de mourir. Et c'est l'héritage qu'on ne veut pas donner à nos enfants, nous les plus jeunes, on ne veut pas donner ça à nos enfants. Donc on ne va pas tourner autour des définitions. Voilà, je considère que les jeunes maintenant, ils doivent prendre un petit peu ces réseaux sociaux et retourner ces algorithmes à l'encontre de ceux qui les ont créés. Est-ce que vous êtes très suivi par le monde agricole, notamment Oui. puisque vous travaillez directement sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture? Moi, j'ai pas de problème forcément avec le milieu agricole parce que ce sont les principaux concernés. Alors, il y a des personnes dans le milieu agricole qui vont plutôt agir parce que ça concerne leur portefeuille. Donc, ils vont essayer un petit peu de trouver des solutions pour éviter que ça impacte le portefeuille. Il y en a d'autres qui vont plutôt agir pour essayer d'améliorer un petit peu l'écosystème, l'environnement, le stockage du carbone, les arbres. Ça aussi, c'est une autre façon d'agir. Aucun agriculteur, sauf un seul, Patrick Legras, du côté de la Somme, d'ailleurs à la coordination rurale, c'est l'un de leurs hautes têtes qui est climato-sceptique ouvertement. Le reste, en réalité, ce n'est pas le cas. Par contre, ce n'est pas les agriculteurs qui vont venir m'agresser sur les réseaux sociaux. Ce sont les climato-sceptiques, ce sont des lobbies, ce sont des personnes qui ont des entreprises dans l'aviation, qui ont des personnes dans la construction ou des politiques qui viennent, en réalité, m'insulter, m'harceler ou me menacer de mort. Vous avez par exemple un politique qui a été élu maire, il me semble, dans la ville de Carcassonne et qui raconte n'importe quoi sur le changement climatique. Comment on peut élire un maire en 2026 climato-sceptique? Ce n'est plus possible. Et vous, sur vos réseaux sociaux, vous parlez de menaces, d'agressions verbales ou écrites. Ça se matérialise comment et quelles sont les conséquences sur votre vie quotidienne? Alors l'objectif des climato-sceptiques n'est plus de prouver qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est impossible de toute façon avec les mesures qu'on a. L'objectif maintenant, il faut le comprendre, c'est de faire taire les personnes qui en parlent. Et ça, c'est un petit peu dans le cas où je suis. C'est-à-dire que, imaginez-vous une année, une semaine où il y a une canicule. Ça impacte le maïs, le blé, les vaches laitières, la tomate, les courgettes. Vous parlez de ça en essayant de défendre la production agricole face au changement climatique. Donc je ne suis pas un lobbyiste, je suis juste en train d'essayer de vous faire manger dans l'avenir et d'adapter l'agriculture au changement climatique. Et pendant ces canicules, qui sont juste indéniables et vous avez juste à sortir dehors pour les vivre, vous recevez des milliers de messages d'insultes par jour. Et vous recevez également
par SMS, par WhatsApp, par mail, des messages de mort. Alors, j'en ai diffusé quelques-uns. Je ne vais pas dire ce qu'on me dit ici avec le micro, mais ça va extrêmement loin. C'est-à-dire que moi, je suis dans une procédure actuellement avec les policiers pour essayer de trouver la personne ou les personnes qui me menacent de mort. Alors, elles sont trouvées maintenant. On les a trouvées. Elles sont peut-être dans la salle d'ailleurs. On les a trouvées. Et dans pas très longtemps, il y a une procédure judiciaire. Parce que pourquoi ? Il faut arrêter de faire croire aussi que ça va passer, qu'il y a un moment, on a le droit de tout sur les réseaux sociaux, d'insulter tous les écologues, tous les climatologues. Il y a un moment, il faut montrer l'exemple et dire « Merde, voici un procès, vous l'avez perdu ». Parce qu'effectivement, il m'a menacé de mort. Je ne vois pas comment il peut le gagner. Une 50aine de fois, hein, il m'a menacé de mort. Donc il y a un moment, il faut montrer l'exemple et de dire « Nous aussi, on sait utiliser les outils pour nous défendre et pour défendre en parallèle le climat ». Est-ce que vous êtes en contact avec des homologues aux États-Unis ou des homologues aux États-Unis où on voit que Donald Trump a notamment viré, il n'y a pas d'autre mot, de nombreux scientifiques qui parlaient de météo, qui parlaient de climat. On a l'impression que la science sous Donald Trump est menacée et que les scientifiques directement sont menacés. Est-ce que vous avez des contacts avec des homologues américains qui se demandent ce qu'ils vont devenir ? Alors pas forcément de contacts proches, par contre j'ai des contacts avec tous les climatologues français qui me décrivent un petit peu la situation de leurs homologues américains. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. Il n'y a pas besoin d'aller en Amérique pour voir ça. L'ensemble des axes de recherche sur le climat, sur l'écologie, sur la forêt, Météo France a perdu je ne sais combien de dizaines de pourcentages de son budget. On n'a pas besoin d'aller en Amérique. En fait, on le regarde en France et on le laisse faire. On regarde les choses se produire et on le laisse faire. L'Institut qui est censé gérer les évolutions climatiques en France, je crois qu'elle a perdu 30 à 40% de ses budgets. Il faudra vérifier ce chiffre, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Et comment vous Donc, il n'y a pas besoin expliquez d'aller très loin. ce backlash écologique, y compris en France ? Ces atteintes on parlait du bio, on parlait de l'Office français de la biodiversité a été attaqué, l'INRAE a été attaqué. Comment vous expliquez que ces discours-là, auprès d'une frange de la population, ne passent pas et ceux qui les tiennent soient menacés ? C'est parce qu'on les a laissés faire. En réalité, on a laissé les climato-sceptiques être invités dans les médias. On a laissé des personnes qui menaçaient de mort des écolos en fait, on les a invités dans les médias. Ça n'a posé problème à personne que des personnes de plus de 70 ans viennent nous raconter qu'il n'y a pas de changement climatique. On a laissé faire parce que ça fait du chiffre, déjà, pour ces médias-là. Dans les réseaux sociaux, on s'est dit, c'est pas grave, c'est la science qui va forcément gagner. Comme d'habitude, ce sont les intelligents qui vont gouverner ce monde. On a remarqué que ce n'était pas le cas. On a laissé faire, les scientifiques ne sont pas assez intervenus. Le grand public n'a pas montré ce qu'il voulait vraiment de son avenir. Et donc, en fait, on se retrouve avec des personnes extrêmement néfastes pour cette planète qui prennent le pouvoir. Et comment Voilà. vous pensez, à votre niveau, gagner ce combat-là ? C'est-à-dire continuer à faire de la pédagogie, continuer à dire les effets du réchauffement climatique auprès des agriculteurs, auprès du grand public ? Ouais, il y a continuer à faire de la pédagogie, ça c'est le cas, c'est ce que je continue à faire. C'est aussi motiver les autres scientifiques à faire de la pédagogie aussi. Je ne suis pas le seul agroclimatologue de France. Il y a plein de climatologues aussi qui doivent prendre la parole. Et surtout, ce sont les plus jeunes en réalité qui sont l'avenir. Moi, je laisse tomber Donald Trump et tous les autres qui nous gouvernent. Là, je me dis de toute façon, il y a un moment, ils vont mourir, c'est eux qui vont partir à un moment de cette planète. Hein. Enfin, il y a un moment, c'est nous les plus jeunes qui devront reprendre l'histoire. Et Donc puis, vous incitez là, le pourquoi public pas à devenir agroclimatologue et à... Peut-être pas agroclimatologue, mais en tout cas vulgarisateur, peut-être s'investir en politique. En tout cas, si eux, ils ne le font pas, c'est moi un jour qui fera de la politique et qui le fera à leur place, quoi. Voilà. C'est quelque chose que vous envisagez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi on doit toujours voter pour des politiques qui servent à rien ? Enfin, et pourquoi ne pas se poser la question à un moment, pourquoi pas moi être politique aussi et montrer l'exemple en réalité ? Voilà. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile, et je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui veulent le faire, mais on peut le faire aussi. Donc pourquoi pas, un jour,
peut-être que je ferai de la politique et que j'essaierai de faire changer les choses de l'intérieur et pas forcément que de faire de la pédagogie et d'expliquer à des ministres comment fonctionne l'écologie, parce que je le fais tous les 6 mois, vu qu'on change de ministre tous les 6 mois. Et c'est ça qui est problématique aussi, hein. Parce qu'en réalité, quand vous travaillez sur un problème, c'est-à-dire un problème de long terme, 20-30 ans, c'est la biologie, quoi. C'est le sol, c'est les arbres également, c'est plusieurs générations d'hommes, un arbre. Et vous avez un politique qui dure 6 mois à la tête du ministère, et bien à un moment, oui, c'est sûr qu'on ne va pas avancer, quoi. Donc c'est un problème de politique, c'est pas un problème d'écologie. Voilà. Si on changeait tout ça, peut-être qu'on avancerait sur ces sujets. Vous annoncerez dans le Parisien quand vous présenterez, vous deviendrez politique. Peut-être pas maintenant, je suis encore jeune, mais ça va venir, ça viendra. Mais j'y réfléchis de plus en plus, je me dis, s'il faut faire changer les choses de l'intérieur, pourquoi pas? Et j'ai pas envie d'y aller tout seul, hein. C'est pas parce que je l'ai dit que vous allez rester sur votre chaise et rien faire, hein. Si je le fais, vous le ferez avec moi. Voilà. Merci beaucoup Serge. Voilà, cette table ronde se termine. On a une séance de dédicace sur la première BD sur l'agroclimatologie dans le monde. D'ailleurs, l'impact du climat sur l'agriculture, et cette séance de dédicace se fait juste derrière, là-bas, à la librairie. Merci. Merci beaucoup à vous.